Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, on vous parle des vitamines. Vous savez, les vitamines sont généralement classées en deux groupes. Le premier groupe qui rassemble les vitamines hydrosolubles, comme les vitamines du groupe B et la vitamine C d'ailleurs. Le second groupe qui comprend les vitamines liposolubles. C'est ce dont on va vous parler ce soir, plus spécifiquement A, D, E et K. Alors, concernant leur rôle, la vitamine A et E sont de puissants antioxydants. Elles sont capables de protéger les membranes cellulaires de l'oxydation. La vitamine D, quant à elle, joue un rôle central dans la minéralisation, je vais y arriver, osseuse et l'immunité. C'est ce qui explique qu'elle est prescrite par défaut à tous les nouveau-nés. Et la vitamine K, qui favorise la coagulation sanguine et qui joue un rôle clé dans la structure osseuse. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de l'absorption de ces vitamines? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc oui, sujet très intéressant, surtout quand on parle des vitamines liposolubles en termes de combinaison et non pas seules. Donc là, ça donne d'autres horizons de réflexion sur la combinaison des quatre vitamines liposolubles. Donc déjà, pour commencer par rapport à l'absorption des vitamines liposolubles, donc, on a des généralités, comme par exemple le fait que ces vitamines sont donc de structure liposoluble et donc qui nécessite dans ce cas d'être pour être bien absorbé nécessite d'être associé à des lipides. Donc, d'où la recommandation classique de les associer en général à donc des aliments gras ou en tout cas de les prendre au cours d'un repas. Donc ça augmente leur absorption parce que tout simplement, les transporteurs qui sont, ici on parle de transporteurs intestinaux au niveau Mhm. des entérocytes, qui sont impliqués dans le transport de ces vitamines liposolubles, ou du moins pour les transporteurs qu'on connaît, parce qu'il y a d'autres transporteurs qui n'ont pas été identifiés. On le sait parce que certains transporteurs, en tout cas les transporteurs qu'on connaît, ne sont pas suffisants à ce qu'on connaît pour transporter, absorber toute la quantité de ces vitamines liposolubles. Donc, concernant ces transporteurs qu'on connaît déjà, sont des transporteurs qui fonctionnent quand il y a une certaine quantité de lipides, parce que ce sont des transporteurs qui sont induits par un certain apport de lipides. Donc, d'où l'importance de prendre ces vitamines au cours d'un repas. Donc, je parlais donc tantôt de transporteurs des vitamines liposolubles. On a différents types de transporteurs qui sont identifiés actuellement. On a quelques transporteurs, précisément deux transporteurs qui sont connus pour transporter ou participer au transport de la totalité de ces vitamines liposolubles, donc notamment les ABC G5 et G8. Donc ça, c'est les transporteurs qui vont participer ou contribuer à transporter les quatre vitamines liposolubles. Et ensuite, pour chacune des vitamines liposolubles, on a au moins un transporteur, si ce n'est deux, voire trois, qui ont été identifiés, qui sont très spécifiques à chacune de ces vitamines. Bon, on ne va pas détailler les transporteurs ici, intestinaux, mais sachez que on a donc deux transporteurs qui vont transporter la totalité des vitamines liposolubles et on a au moins un jusqu'à trois transporteurs qui vont être spécifiques. Donc le fait déjà, ça nous donne une idée pratique, c'est Mhm. que le fait déjà de combiner ces quatre vitamines liposolubles ne pose pas de souci parce que très souvent on dit c'est les mêmes transporteurs qui vont transporter ces vitamines et donc qui vont rentrer en compétition, etc. Donc ici déjà, cette affirmation, comme on l'a déjà expliqué,
elle n'est pas exacte puisqu'on n'a que 2 transporteurs parmi à peu près une dizaine qui vont transporter ces vitamines liposolubles. Le reste sont spécifiques à chaque vitamine. Donc, il y a pas, en réalité, il y a très peu de compétition dans le transport de ces vitamines liposolubles. Et aussi, donc, ça dépend aussi, même si on aurait un certain nombre de transporteurs qui sont conjoints avec toutes ces vitamines, aussi le dosage joue un rôle important. Donc la capacité de transport des ABCG 5 et 8, elle est comparée aux autres transporteurs spécifiques, elle est assez réduite. Donc on ne va pas compter sur ces transporteurs conjoints pour qu'on ait donc la quantité suffisante de ces vitamines qui passent dans le sang. Tout en sachant aussi qu'on a d'autres transporteurs, comme je l'ai dit déjà, qui ne sont pas encore identifiés au niveau intestinal. Et donc, c'est ce qui fait que le fait d'avoir une combinaison intelligente de ces 4 vitamines liposolubles, donc ça va nous donner déjà toutes les synergies qu'on peut avoir et qu'on pourra détailler, je pense, plus tard. Et également, ça va permettre aussi donc d'améliorer certains systèmes et d'améliorer aussi leur métabolisme aussi, puisque comme tu l'as précisé au début, tu avais précisé certaines interactions entre ces différentes vitamines liposolubles, donc qui restent intéressantes aussi. Donc il faut juste rappeler aussi que par rapport à l'absorption aussi de ces vitamines liposolubles et plus précisément d'une vitamine, précisément donc la vitamine K. Donc la vitamine K est en partie aussi synthétisée par le microbiote. Il y a certaines espèces bactériennes qui synthétisent la vitamine K au niveau du microbiote, bien que ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que dans l'alimentation, on a aussi une certaine quantité de vitamine K, notamment dans les légumes verts, par exemple, ou même dans les aliments d'origine animale. Donc, on trouve une certaine quantité de vitamine K qui va compléter cette vitamine K produite par le microbiote. Donc, d'où le fait que quand on a des altérations au niveau du microbiote, quand on a une dysbiose, ça pourrait impliquer une diminution de la production de la vitamine K par le microbiote. Alors, justement, ouais, est-ce que tu peux nous parler du métabolisme des vitamines liposolubles? Donc, le métabolisme des vitamines liposolubles est Mhm. distinct en fait en fonction de chacune des vitamines, bien qu'on a des points qui sont conjoints, surtout par exemple au niveau du stockage ou au niveau du transport sanguin, par exemple aussi, on a les mêmes transporteurs aussi. Mais concernant les voies métaboliques dans lesquelles ces vitamines liposolubles sont impliquées, donc c'est un petit peu distinct, bien que parfois on a certaines synergies entre ces vitamines liposolubles. Donc la première chose à comprendre, c'est que indépendamment du type de vitamine liposoluble, on a un stockage qui se fait à peu près dans les mêmes endroits, c'est-à-dire globalement au niveau du foie et aussi au niveau des tissus adipeux et des organes aussi donc à caractère lipidique. Okay, donc, par exemple, le cerveau, la prostate, etc. Donc, mais le plus gros est stocké au niveau du foie et le tissu adipeux, les graisses, tout simplement. Et c'est tout à fait cohérent puisque donc, le tissu adipeux, eh bien, ça stocke mieux tout ce qui est liposoluble. Et Mhm. le foie, ben, c'est un organe aussi en quelque sorte liposoluble qui traite tout ce qui est molécules liposolubles. Et donc, c'est justement, on a une certaine quantité de ces vitamines liposolubles dans le foie parce que le foie va les trier, va les métaboliser, va aussi les associer à des transporteurs pour pouvoir les transporter au niveau de la circulation sanguine vers d'autres cellules, d'autres tissus, les tissus cibles, etc. Et puis concernant aussi, puisqu'on parle de transport sanguin, donc les transporteurs qui sont les plus impliqués dans le transport de ces vitamines liposolubles sont principalement les LDL.
Donc les low density protein, lipoprotéines qui sont les mêmes transporteurs en fait du cholestérol. Et puis on a également les VLDL ou very low density lipoprotéines qui sont aussi impliquées mais à un degré moindre dans le transport aussi du cholestérol et de ces vitamines liposolubles et aussi la coenzyme Q10 aussi parce que c'est aussi une molécule également liposoluble. Donc les LDL vont en grande majorité transporter les vitamines liposolubles et aussi les VLDL qui vont contribuer aussi à ça. Et donc, ils vont les transporter vers les cellules cibles, vers les cellules ou les tissus où on a besoin, par exemple pour la vitamine A, c'est à peu près dans tous les tissus parce que ça participe dans beaucoup d'autres. Enfin, ça a des effets métaboliques très larges, mais par exemple dans la vision aussi, au niveau des yeux. Donc, ce transport se fait justement par les LDL. Donc, ça, c'est à titre d'exemple, entre parenthèses. Et par exemple, la vitamine D aussi, ça participe dans toutes les cellules, mais si on voudrait prendre un exemple, on a aussi l'intervention de la vitamine D dans le métabolisme osseux et donc dans la fixation du calcium au niveau du tissu osseux. Et donc, en plus de ça, donc les LDL et les VLDL vont transporter ces vitamines liposolubles vers les cellules cibles et les HDL vont être utilisés pour ramener tout ce qui est déchets métaboliques vers le foie. Donc les LDL en réalité ne contribuent pas les HDL pardon ne contribuent pas au transport des vitamines liposolubles. C'est plutôt les LDL. Donc et ensuite par rapport au métabolisme des différentes vitamines, pour certaines on les avait déjà abordées, notamment par exemple la vitamine D. On avait fait toute une vidéo complète là-dessus. Donc où la vitamine D, on sait très bien qu'elle est transportée, qu'elle est plutôt synthétisée au niveau de la peau sous l'action des rayons UVB et ensuite transportée au niveau du foie pour subir une première hydroxylation et une seconde hydroxylation ensuite au niveau du rein pour donner la fameuse 1,25 d'hydroxyvitamine D qui est la forme bioactive de la vitamine D. Et ensuite cette même forme bioactive doit se fixer sur son récepteur, le VDR, au niveau des cellules cibles. Donc ça, c'est pour résumer très succinctement la voie métabolique de la vitamine D. Et puis on a aussi la vitamine K, où on a trois formes en fait de vitamine K. Et dans le métabolisme de la vitamine K, on a une conversion de la vitamine K1 qui se convertit en K3 et la K3 ensuite qui se convertit en K2. Donc K1, K3, K2. La K3 intervient, la K3, K2 et K1, pardon, K3 et K1 interviennent dans la coagulation. Et la K2 qui est bien spécifique pour le tissu osseux. Donc ça joue en quelque sorte le même rôle que la vitamine D dans la fixation du calcium au niveau du tissu osseux. On pourrait l'appeler même vitamine D4 ou D5, puisqu'en fait, ça joue exactement le même rôle que la vitamine D. Pas exactement en termes métaboliques, mais ça complète le rôle de la vitamine D. S'il n'y a pas suffisamment de vitamine K2, même si on a suffisamment de vitamine D, le calcium ne va pas se fixer au niveau du tissu osseux. Donc, la vitamine K2 a cette spécificité d'action sur les tissus osseux, alors que les autres vitamines K du groupe K vont agir plutôt sur la coagulation, comme c'est déjà bien connu. Ce sont des cofacteurs dans la voie de la coagulation. Pour la vitamine E et la vitamine A, ils vont plutôt agir au niveau du cycle de l'antioxydation. Ce sont des vitamines liposolubles antioxydantes. Alors, est-ce que tu peux nous parler des effets métaboliques et des indications justement de ces différentes vitamines? Oui, comme j'avais un petit peu expliqué sur le métabolisme de ces vitamines liposolubles, donc on pourrait, pour ne pas rentrer trop dans les détails et prendre beaucoup de temps, parce que
les effets et les indications de ces vitamines sont extrêmement nombreuses et très larges. On peut résumer ça sur au moins 2 ou 3 indications intéressantes ou 2 ou 3 effets métaboliques intéressants pour chacune. Donc, on a par exemple pour la vitamine A, donc c'est bien connu que ça intervient au niveau de la vision, donc ça renforce la vision et en même temps ça protège les différents types de cellules qu'on a dans les yeux, les cônes, les bâtonnets, etc. Donc, c'est l'effet antioxydant de la vitamine A qui permet de protéger les yeux et en même temps, la vitamine A joue un rôle de cofacteur dans le processus de vision, notamment la vision nocturne. Donc ça, c'est bien connu. Et en plus de ça, donc, on a un effet antioxydant à large spectre pour la vitamine A. On a aussi un effet, une intervention de la vitamine A dans la signalisation cellulaire, notamment parce que en tant qu'antioxydant, elle va servir ou elle va participer avec la vitamine D, avec aussi les oméga 3, etc., certaines autres molécules, elle va participer à protéger en fait les membranes des cellules. Et quand on dit protection des membranes des cellules, ça va protéger les récepteurs et les transporteurs, surtout les récepteurs qui sont sur la surface des cellules et qui sont sujets à une destruction, dégradation par l'inflammation, le stress oxydatif et le stress nitrosatif. Donc, la vitamine A, c'est pour ça que la vitamine A est indirectement impliquée dans la signalisation cellulaire, sans parler de son implication dans la signalisation intracellulaire. Donc, ça, c'est à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur de la cellule aussi, ça joue un rôle aussi de cofacteur dans la transmission du signal biologique. Okay, donc, notamment la cascade de phosphorylation après fixation de n'importe quelle molécule, par exemple une hormone qui va se fixer sur son récepteur au niveau de la membrane d'une cellule. Donc, cette fixation sur le récepteur, ce qu'on appelle la formation du complexe récepteur-ligand, eh bien, ça va déclencher, au-delà donc de la membrane, vers l'intérieur, ça va déclencher une cascade de phosphorylation qui va arriver jusqu'au noyau pour activer les gènes correspondants qui vont activer tout un processus métabolique et biologique. Et donc, ce processus-là est médié notamment, entre autres, par la vitamine A. Et puis, sans oublier aussi l'effet de la vitamine A dans l'immunité. C'est un très puissant immunomodulateur, tout comme la vitamine D aussi. Donc, la vitamine D est bien connue pour être un immunomodulateur très puissant puisque ça agit au niveau de la première cible de l'immunité, c'est-à-dire euh, la conversion, la transformation des cellules progénitrices ou des cellules souches du système immunitaire en cellules qui sont donc fonctionnelles, du système immunitaire qui sont fonctionnelles. Donc les cellules souches qui vont évoluer ou qui vont se développer en macrophages, en lymphocytes, en polynucléaires, en cellules NK, etc. Donc ça, c'est médié par la vitamine D, entre autres, et par le zinc aussi, etc. Donc on avait déjà fait aussi une vidéo là-dessus sur l'immunité. Et c'est bien connu aussi que la vitamine D agit sur le métabolisme phosphocalcique par différentes cibles. Donc la première cible, c'est déjà le fait qu'elle module l'absorption du calcium au niveau de l'intestin. La deuxième cible, c'est qu'elle module aussi l'élimination du calcium par les reins. Et la troisième cible, c'est qu'elle module également la fixation du calcium au niveau du tissu osseux également. Et donc, outre toutes ces fonctions, on trouve aussi sa fonction au niveau du cycle cellulaire, donc au niveau de la division cellulaire, au niveau de la régulation de la division cellulaire. C'est pour ça qu'on lui attribue dans certaines études des effets anticancérogènes parce que ça régule le cycle cellulaire aussi. Et sans parler aussi de tout ce qu'on avait déjà évoqué dans de précédentes vidéos sur la vitamine D en tant que cofacteur dans les enzymes, dans les hormones thyroïdiennes, cofacteur dans le fonctionnement de la sérotonine, etc. Donc il y a tout un tas de voies métaboliques dans lesquelles intervient la vitamine D. En plus de ça, donc si
si on voudrait à ce moment-là passer pour la vitamine E, on a aussi un rôle antioxydant qui est un peu équivalent à celui de la vitamine A pour la vitamine E, sauf qu'en plus donc, de ce rôle antioxydant qui est propre à la vitamine E, on a aussi un cycle dans lequel la vitamine E participe. C'est un cycle de régénération des autres antioxydants, notamment la coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, le glutathion, la vitamine C. Donc la vitamine E est impliquée dans ce cycle de régénération. Quand on dit régénération, ça veut dire que ça va aider à l'obtention de la forme réduite de ces antioxydants. Et on sait que pour les antioxydants du moins, et même pour d'autres types de molécules, la forme réduite est la forme bioactive. Donc le fait que par exemple qu'on utilise une molécule de vitamine C par exemple qui est sous forme d'ascorbate, si on va l'utiliser pour capter un radical libre, elle va être oxydée, elle va se transformer en sa forme oxydée qui est la dihydroascorbate. Et donc, afin que cette dihydroascorbate soit encore fonctionnelle, il faudrait qu'elle soit réduite en ascorbate. Et cette réduction est faite entre autres par la vitamine E. Et pareil pour la coenzyme Q10. Donc, on passe de l'ubiquinone à l'ubiquinol. Pareil pour le glutathion, où on passe de la forme réduite à la forme oxydée à la forme réduite, et ainsi de suite. On a aussi des effets qui sont bien connus de la vitamine E sur la fonction cardiaque, où ça favorise la contraction cardiaque, où ça facilite la contraction cardiaque. Des effets aussi quand elle est prise à haute dose anticoagulant. Et également donc des effets en quelque sorte qui vont rééquilibrer la coagulation. Ces effets, on les observe que quand on prend des dosages assez élevés, donc c'est des effets un petit peu secondaires, marginaux un peu par rapport aux autres effets. Et puis également l'intervention de la vitamine E comme immunomodulateur aussi. Donc la vitamine E intervient notamment dans la fonction des macrophages. Donc, c'est au niveau de la deuxième cible d'immunité que ça intervient, au niveau de la fonction des macrophages. Et puis, comme on avait aussi expliqué par rapport à la vitamine K, donc, on a donc cette double fonction des vitamines du groupe K. Donc, une fonction en tant que cofacteur dans la coagulation et une fonction également dans le métabolisme aussi phosphocalcique, sauf qu'ici, c'est une fonction qui est uniquement, on va dire, centrée sur la fixation du calcium au niveau du tissu osseux, ce qui est un petit peu différent de la fonction de la vitamine D qui est plus globale, où là, avec la vitamine D, on va moduler à la fois l'absorption, l'élimination et la fixation du calcium. Mais dans tous les cas, ça fonctionne avec la vitamine D. Ok, alors le laboratoire NRD a créé un nouveau produit, enfin a sorti un produit cette semaine, l'ADEC, ADEK. Quel est l'intérêt de combiner les 4 vitamines? Il y a plusieurs intérêts. Moi-même, j'avais contribué à la formulation de ce produit. Et donc, il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà, d'avoir un produit qui contient donc, la totalité des vitamines liposolubles ensemble. Donc, si on a un besoin dans ce sens-là, donc c'est déjà quelque chose qui devrait être utilisé. Et en plus de ça, on a donc tout ce qui concerne l'absorption. Donc, l'absorption des vitamines liposolubles quand elles sont ensemble donc, est meilleure que quand c'est absorbé uniquement une par une. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé du fait qu'on avait 2 transporteurs qui sont identifiés jusqu'à maintenant et qui participent à cette absorption conjointe et sur lesquels il pourrait y avoir des effets de compétitivité en termes d'absorption. Mais par contre, on a tout un tas d'autres transporteurs qui sont aussi spécifiques pour chacune des vitamines. Le fait de combiner, par exemple, des vitamines liposolubles telles que la vitamine K ou la vitamine D avec des vitamines antioxydantes telles que la vitamine A et la vitamine E, ça sert ou ça pourrait servir en tout cas à protéger
le pool de transporteurs qu'on a en fait, parce que les transporteurs intestinaux qu'on a au niveau des entérocytes, ce sont des transporteurs qui vont se retrouver comme la plupart des transporteurs en transmembranaire, c'est-à-dire au niveau de la membrane. Et si on a, comme d'habitude, très souvent, on a des problèmes de stress oxydatif, d'inflammation surtout, qui pourraient être aussi associés à de la dysbiose au niveau intestinal, les entérocytes ou la qualité des entérocytes va être dégradée et surtout, donc à ce moment-là, c'est les membranes qui sont touchées, y compris donc les transporteurs et les récepteurs que vont contenir ces membranes des entérocytes. Donc le fait d'avoir des vitamines liposolubles antioxydantes avec ces mêmes vitamines, donc les autres vitamines, vitamine D et vitamine K2, donc ça serait un plus pour l'absorption. Donc ça compenserait même donc le fait que sur 2 transporteurs, on pourrait avoir une certaine compétition. En plus de ça, donc on a différentes synergies. Donc si on passe donc à travers l'intestin, donc lorsque c'est absorbé et lorsque ça arrive au niveau du foie, on a différentes synergies. On avait évoqué certaines au cours de mon intervention. Donc on a par exemple la fonction de la vitamine A combinée avec celle de la vitamine E. Et donc là, on a une fonction antioxydante bien optimisée, surtout au niveau des tissus lipidiques, pas uniquement au niveau du tissu adipeux, mais ce qui est organes lipidiques, notamment par exemple au niveau du système nerveux en général, au niveau du foie, etc. Donc là, c'est une action qui est optimisée par rapport à l'antioxydation. En plus de ça, on avait aussi évoqué le fait que la vitamine D et la vitamine K2 étaient fonctionnaient ensemble ou qu'elles ont comme cible la fixation du calcium au niveau du tissu osseux. Donc ça, c'est déjà aussi très bien d'avoir ces deux vitamines ensemble. Et puis, pour la totalité de ces vitamines, ces 4 vitamines liposolubles, on a aussi une action de renforcement sur le système immunitaire, puisque je rappelle que les 4 vitamines agissent comme immunomodulatrices et à différents endroits. J'avais donné l'exemple de la vitamine E sur, par exemple, la fonction des macrophages, la vitamine D sur la transformation des cellules progénitrices en cellules du système immunitaire fonctionnel, etc. Donc, on a différentes cibles d'action au niveau du système immunitaire. Et donc, là, on a une complémentarité entre toutes ces vitamines liposolubles. Ok, merci. Alors, point important, les précautions d'usage. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, globalement, si on voudrait, parce qu'il y a certaines précautions qui sont donc les mêmes pour toutes les vitamines liposolubles, et il y en a d'autres qui sont spécifiques pour chacune. Donc, principalement, on a donc l'insuffisance hépatique, donc qui devrait impacter le métabolisme de toutes les vitamines liposolubles et même de toutes les molécules liposolubles. Et dans ce cas-là, ça serait une contre-indication à la supplémentation en vitamines liposolubles, ou au moins il faudrait avoir un avis médical. Et dans les cas en général, là, quand on parle en général, on dit que c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique. Après, c'est au médecin de décider de ça. Ensuite, donc, on a par exemple pour la vitamine K, donc comme donc ça intervient dans la coagulation comme cofacteur de la coagulation, donc ça favorise la coagulation. Donc il faudrait éviter de la combiner avec des anticoagulants, la varfarine par exemple, ou d'autres anticoagulants. Donc il faudrait éviter de la combiner avec ce type de médicaments. Et également, comme j'avais expliqué tout à l'heure par rapport à la vitamine E, comme quand on peut avoir donc des effets de la vitamine E qui sont anticoagulants, mais
ça, on l'obtient à des dosages qui sont assez élevés. Je pense que par rapport aux produits ADEC de NRD, on a des dosages qui sont relativement corrects et qui ne sont pas très élevés de vitamine E, donc ça ne poserait pas de problème dans ce sens-là. Mais dans les cas où on prend de la vitamine E à des dosages élevés, donc il faudrait faire attention aussi à l'effet anticoagulant de la vitamine E. Et donc toujours par rapport à l'interaction, l'éventuelle interaction aussi avec des médicaments anticoagulants aussi. Et puis par rapport à la vitamine A et la vitamine D aussi. Donc on a pour la vitamine A, en général, on recommande de faire attention quand il s'agit de prescrire pour la femme enceinte. Et puis globalement, en général, donc grossesse ou pas, on ne devrait pas dépasser les 10 000 unités internationales par jour de vitamine A. Donc ça, c'est bien connu, c'est une limite, un apport maximal tolérable par rapport à la vitamine A. Et toujours dans la même précaution par rapport à la grossesse aussi. Donc la vitamine D est OK, mais au cours de la grossesse, il faudrait éviter d'associer la vitamine D avec du calcium. Parce que certaines données, bon, c'est pas bien clair pour l'instant, mais certaines données montrent que quand on associe du calcium à la vitamine D, ça pourrait augmenter les risques de malformation congénitale. C'est à peu près le même effet qu'on obtient avec la vitamine A aussi, quand parce que c'est tératogène pour le fœtus aussi. Et puis, donc, toujours également dans les précautions, on a aussi la vitamine K qui pourrait, ou plutôt l'absorption de la vitamine K qui pourrait être diminuée par tout un tas de médicaments, des antibiotiques par exemple, parce que les antibiotiques détruisent la flore intestinale. Et comme on l'avait déjà dit, une certaine flore intestinale produit une partie de la vitamine K. Donc là, on aura un apport moins important de vitamine K qui est produit par le microbiote. En plus de ça, donc certains médicaments, certains autres médicaments aussi, vont inhiber l'absorption de la vitamine K, comme par exemple des anticonvulsants, des ou des hypocholestérolémiants, également certains traitements pour l'obésité aussi. Par exemple l'orlistat, qui est un médicament anti-obésité, etc. Il y a tout un tas de groupes de médicaments auxquels il faudra faire attention parce qu'ils diminuent l'absorption de la vitamine K. C'est pour ça que donc, la prescription ou la prise de ces vitamines liposolubles devrait faire l'objet d'une prescription d'un professionnel de la santé ou d'un thérapeute qui est formé à ça. Et justement, bon, on sait que la vitamine K fait peur à beaucoup de patients qui sont sous anticoagulants. Ben, est-ce que c'est vraiment justifié? Par rapport à la vitamine K, Oui. ben, si c'est prescrit par un professionnel de la santé qui sait ce qu'il fait Mhm. et qui sait adapter les dosages, ça ne devrait pas poser de soucis. Ça ne devrait pas poser de soucis parce que si on donne par exemple des antivitamines K et qu'en même temps on donne de la vitamine K, ben, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Est-ce qu'on cherche à inhiber l'effet de la vitamine K ou est-ce qu'on cherche à favoriser l'effet de la vitamine K? Et est-ce qu'on essaye, ça peut se faire, hein, mais il faudrait rééquilibrer les dosages des deux, en fait, les antivitamines K et la vitamine K, et, et que ça soit justifié. Peut-être qu'on donne de la vitamine K pour équilibrer aussi certains effets néfastes aussi des antivitamines K. Donc, ça pourrait se justifier et c'est aux médecins de décider. Alors, une question de Christian qui nous demande s'il faut privilégier le tocotriénol. Euh, oui, en fait, par rapport aux différentes formes de Mhm. vitamine E, parce qu'ici, c'est Oui. pas
c'est pas une vidéo qui est centrée vitamine E, c'est pour ça Mhm. qu'on n'a pas détaillé tout. Il y a plein de choses qu'on n'a pas expliquées ici dans cette Ouais, vidéo ouais, parce ouais. qu'on a différentes vitamines. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais par rapport aux différentes formes de vitamine E, on a 8 formes de vitamine E. Mhm. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 8 formes, on a des formes synthétiques et des formes qui sont naturelles. Donc, la D-alpha-tocopherol, par exemple, est une forme naturelle d'alpha-tocopherol. On a d'autres formes qui sont synthétiques. La DL-alpha-tocopherol est une forme synthétique, par exemple. Donc, ce qu'on a dans le produit ADEC, c'est une forme naturelle d'alpha-tocopherol. Mhm. Et quand on cherche en fait à supplémenter uniquement en vitamine E, j'insiste ici, uniquement en vitamine E, Ouais. à ce moment-là, il est très intéressant et même très recommandé d'avoir au moins plusieurs formes de vitamine E, notamment les tocotriénols, alpha, bêta, gamma, theta, etc. Et puis également, de l'autre côté, pour les tocophérols également, l'alpha, bêta, etc. Donc Mhm. le mieux, c'est d'avoir une combinaison des 8 formes quand on veut se supplémenter en vitamine E Ok. uniquement. C'est-à-dire, quand on donne la vitamine E uniquement, c'est pour, par exemple, lutter contre une carence en vitamine E ou pour d'autres indications qu'on avait, pour certaines citées ici, Mhm. ou d'autres indications qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder. Mais par contre, quand on combine avec d'autres vitamines liposolubles et surtout avec des vitamines liposolubles antioxydantes et anti-inflammatoires, comme c'est le cas pour la vitamine D et la vitamine A. Donc là, l'intérêt d'avoir différentes formes de vitamine E n'est pas justifié. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut utiliser uniquement une forme naturelle. Bien entendu, il faut que ce soit une forme naturelle. En termes d'alpha-tocopherol, je rappelle que l'alpha-tocopherol, c'est la forme qui est la plus disponible dans les aliments en termes de quantité et que toutes les autres formes sont en petite quantité dans les aliments. Euh, et donc à ce moment-là, quand on a une combinaison avec d'autres molécules liposolubles, notamment comme on a ici, comme c'est le cas ici. Donc, on peut très bien mettre qu'une seule forme, la forme standard de vitamine E, qui est l'alpha-tocopherol ou la Mhm. D-alpha-tocopherol, la forme naturelle. Alors, tu nous en as parlé tout à l'heure, hein, un mauvais microbiote pourrait empêcher l'absorption des vitamines. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent empêcher la bonne absorption? Oui, le microbiote par rapport Mhm. à la vitamine K, Ouais. la production de la vitamine K. Dans certains cas de dysbiose avancée associée à une candidose ou une destruction de la barrière intestinale, bah c'est pareil. On va avoir une mauvaise absorption pour tous les nutriments, pas uniquement les vitamines liposolubles, mais tous les nutriments. On avait aussi parlé du fait que ces vitamines ont une structure liposoluble, donc hydrophobe, et donc il faudrait les combiner avec des repas, les prendre au cours de repas ou autour des repas, afin que ça soit mieux absorbé. Donc c'est déjà ça. Et puis on avait cité quelques exemples pour la vitamine K de certains médicaments qui pourraient diminuer son absorption Mhm. aussi. Alors, j'ai encore une question de Christiane qui nous demande, avec anticoagulant, pourrait-on donner de la K2 pour réduire le risque de fracture de warfarin, De Vafarine, Varfarine si tu veux. associé à la Vafarine, qui est le traitement En anticoagulant. Belgique, un W se dit ouais, Ouah, comme oui. un wagon et pas un wagon. D'accord. Oui, on peut associer la vitamine K2, ça ne pose aucun souci puisque c'est la vitamine K1 et K3 qui Mhm. sont impliquées dans la coagulation et que quand la K3 ou une partie de la K3 se convertit en K2, c'est justement pour alimenter le pool de vitamine K2 qui va aller contribuer à fixer le calcium au niveau du tissu osseux.
Donc, normalement, la vitamine K2 intervient uniquement au niveau du métabolisme phosphocalcique. Donc, on pourrait très bien associer la vitamine K2 avec des molécules, des médicaments, des suppléments qui influencent la coagulation parce que bon, ça n'a pas vraiment d'impact sur la coagulation. Mais après, je dis ça avec une réserve. Il faudrait prendre l'avis de son médecin ou de son professionnel de la santé ou de son thérapeute. Toujours, toujours. Eh bien voilà, on en a terminé pour ce soir, pour cette vidéo. Merci beaucoup Amine, merci à tous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et profitez de ce qui vous entoure. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir Cédric. Salut.